La lumière du soleil matinal se déversait à travers les hautes fenêtres de l'auditorium principal de Fort Bénin, tranchant les rangées d'uniformes et de cuivre poli. L'air était lourd de bavardage, de bottes raclant contre le carrelage, de café fumant dans des gobelets en carton et du grondement sourd d'officiers échangeant des histoires de guerre. Ce n'était pas juste un autre briefing. C'était le séminaire interarmes de leadership où les vétérans de combat venaient montrer leur expérience et leur grade. La porte s'ouvrit doucement. Une femme entra, uniforme impeccable, légèrement délavé, plaque nominative indiquant « Sergent-chef Emily Carson ». Elle se déplaçait avec une précision tranquille, chaque pas mesuré, sans précipitation. Ses rubans étaient modestes, son attitude calme. Depuis le deuxième rang, quelqu'un chuchota. Qui a laissé entrer l'intendance ici? Un rire suivit, probablement perdu. C'est pour le leadership de combat, pas pour les bureaucrates. Le rire se propagea vers l'extérieur, étouffé mais tranchant, comme de petites coupures dans le silence. Émilie ne réagit pas. Elle prit place au fond, colonne vertébrale droite, regard fixé devant elle. Les chuchotements reprirent, bas, jugeant, certains qu'elle n'était pas à sa place. Mais d'ici la fin de cette heure, ces mêmes voix tomberaient dans le silence, et chaque homme dans cette salle apprendrait exactement qui elle était vraiment. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à Cohésion Interne pour ne jamais manquer ces véritables récits de courage, et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez aujourd'hui. Le sergent-chef Emily Carson avait toujours cru que la discipline n'était pas un mot, c'était un mode de vie. À 33 ans, elle se portait avec un calme tranquille qui faisait que les gens la sous-estimaient. Sa silhouette était mince mais forte, sa présence discrète, et ses yeux, d'un gris calme et stable, détenaient une sorte de quiétude qui venait d'avoir trop vu et trop peu dit. Son uniforme paraissait ordinaire comparé aux rangées de décoration autour d'elle. Pas d'aile de parachutiste, pas d'insigne de rangée, juste une seule barrette de ruban, un badge médical de combat délavé, et une plaque nominative polie comme un miroir. Dans des salles comme celle-ci, où les hommes parlaient en termes d'opération et de tir confirmés, elle se fondait dans le décor comme une partie du mur. Cela ne la dérangeait pas. Chaque matin, elle arrivait 10 minutes en avance. Elle vérifiait ses notes, s'asseyait tranquillement, écoutait. Tandis que d'autres remplissaient l'air de blagues et de bavardages, Émilie restait silencieuse, hochant la tête quand on lui adressait la parole, respectueuse sans être timide. Il y avait une dignité étrange dans la façon dont elle évitait d'essayer d'impressionner qui que ce soit. Elle ne corrigeait pas les instructeurs quand ils faisaient des erreurs dans la terminologie médicale. Elle n'interrompait pas quand les jeunes officiers se trompaient sur le protocole des pertes. Elle notait simplement la bonne version dans son carnet et laissait le moment passer. On l'appelait soutien logistique, la colonne vertébrale invisible de chaque mission dont personne ne voulait parler. Dans la plupart des unités, cela signifiait qu'on n'était pas vraiment de l'armée. On était de l'arrière-plan, quelqu'un qui poussait des papiers et cochait des cases pendant que d'autres enfonçaient des portes. Mais Emily Carson s'était autrefois tenue au milieu du chaos lui-même, tenant le bord déchiré entre la vie et la mort de ses propres mains. Peu le savaient. Après l'Afghanistan, elle avait demandé une réaffectation. Un poste tranquille, un bureau, n'importe quoi pour rester en uniforme. Elle n'entendait plus bien de l'oreille gauche. Une blessure de l'explosion qui avait tout changé. Les médecins appelaient ça une perte auditive partielle. Elle appelait ça le son du devoir qui résonnait pour toujours. Son dossier était classifié, rangé sous des opérations dont peu osait parler. Mais sur le papier, elle était maintenant sergent-chef, division logistique, Fort Bénin, Géorgie. Pour ses pairs, cela signifiait qu'elle était finie, usée, s'accrochant au peu d'objectifs qui lui restaient. Pour Émilie, cela signifiait qu'elle servait toujours, qu'elle faisait encore partie de la mission. Chaque salut qu'elle donnait, chaque rapport qu'elle remplissait était fait avec la précision de quelqu'un qui croyait encore au serment qu'elle avait prêté à 21 ans. Ce n'était pas la fierté qui la faisait avancer, c'était la gratitude. Elle avait vu des hommes prendre leur dernier souffle, appelant leur foyer, leur famille, leurs frères d'armes. Et elle s'était promis de ne jamais gaspiller la vie qu'elle avait la chance d'avoir encore. La plupart ne comprenaient pas ce genre de détermination. Pour eux, elle était trop silencieuse, détachée, un peu trop réservée. Elle ne riait pas aux blagues grossières dans la salle de pause, ne colportait pas de ragots, ne se plaignait pas. Quand d'autres grommelaient à propos des longues heures ou des maigres rations, elle hochait simplement la tête et disait « ça pourrait toujours être pire ». Certains levaient les yeux au ciel, d'autres murmuraient qu'elle était froide. Mais ceux qui regardaient attentivement pouvaient remarquer les petites façons dont elle portait son passé. Comment elle faisait toujours face au drapeau quand on le levait.
Comment elle plaçait sa tasse de café à gauche pour que sa main droite soit toujours libre pour un salut. Comment elle marquait une pause d'une seconde chaque fois qu'elle entendait un hélicoptère au-dessus. Même dans le rythme monotone de la logistique, suivre les inventaires, réviser les réquisitions, gérer les manifestes de transport, Émilie bougeait avec la précision d'un soldat. Elle mesurait chaque mouvement, chaque mot. Cette tenue mettait les gens mal à l'aise. Dans un endroit où tout le monde essayait de se prouver plus fort, plus rapide, plus puissant, Émilie se prouvait plus silencieuse. Elle ne racontait pas d'histoire de fusillade, ne mentionnait pas le sang, la poussière. Le moment où elle avait appris à quel point la ligne entre bravoure et survie était mince, les jeunes soldats, fraîchement sortis des classes, la regardaient parfois comme si elle était fragile, comme une poupée en papier dans un uniforme. Ils ne voyaient pas l'acier en dessous. Les officiers supérieurs la remarquaient à peine. Mais il y avait des moments, petits, fugaces, où ce mur invisible se fissurait. Un sergent avait une fois laissé tomber une caisse sur son pied dans le hangar d'approvisionnement. Émilie s'était agenouillée à ses côtés instantanément, main stable vérifiant le gonflement, la pression, le pouls. Sa voix était calme, pratiquée, automatique. En moins de 30 secondes, elle avait stabilisé et élevé la blessure. Le sergent cligna des yeux. « Où avez-vous appris ça ?» Elle sourit faiblement. « Vieilles habitudes, je suppose. » Personne n'insista davantage. Il ne le faisait jamais. Au séminaire de leadership, elle était là en mission envoyée pour prendre des notes, aider à la coordination, peut-être rédiger le résumé post-action. Rien de spécial, rien qui mérite d'être remarqué. Mais pour Émilie, chaque détail comptait, la chaîne de commandement, le respect du protocole, l'idée qu'aucun travail n'était trop petit pour être fait avec honneur. Quand elle salua les instructeurs ce matin-là, sa posture était parfaite. Menton haut, épaules en arrière, pieds à 45 degrés. Pas parce que quelqu'un regardait, mais parce que c'est ce que font les soldats. Pourtant, les regards vinrent. Les coups d'œil en biais, le jugement subtil qu'elle n'était pas une vraie militaire. Logistique, chuchotait comme si c'était une insulte. Émilie ne réagit pas. Son visage resta neutre, yeux doux, concentration aiguisée. Elle n'avait pas besoin de défendre sa place. Elle l'avait déjà gagnée il y a longtemps, de manière que ces hommes ne pourraient jamais imaginer. Mais ce jour-là, le destin exigerait qu'elle le montre à nouveau, et les chuchotements qu'il avait autrefois suivis tomberaient bientôt dans le silence. Parce que la vérité sur le sergent-chef Emily Carson n'était pas dans ce dossier. Elle était dans les vies qu'elle avait sauvées, dans les frères qu'elle avait portés hors du champ de bataille, dans la partie d'elle qui n'avait jamais quitté le champ de bataille. Même quand le champ de bataille l'avait quitté. Sa tranquillité n'était pas une faiblesse. C'était le poids de la mémoire. Et sous cette immobilité, quelque chose de puissant attendait, stable, patient, inébranlable. Le séminaire commença comme la plupart, des rangées de chaises à dossier raide, des tasses fumantes de café amer et le bourdonnement bas de conversations parallèles qui remplissaient l'espace avant que la formalité ne s'installe. L'instructeur était un capitaine d'infanterie nommé Daniel Arlon, décoré, confiant et plus bruyant que le microphone qu'il refusait d'utiliser. Il arpentait devant l'écran du projecteur comme si c'était son champ de bataille personnel, sa voix assez tranchante pour fendre l'air. « Leadership sous le feu », dit-il en cliquant sur la première diapositive. « On n'apprend pas ça dans un manuel. On l'apprend là-bas, quand le chaos frappe et que les hommes saignent et que les ordres sont avalés par les coups de feu. » Il regarda autour de la salle, ses yeux cherchant l'approbation. Plusieurs officiers hochèrent la tête, désireux d'être reconnus comme ceux qui étaient allés. La salle bourdonnait de fierté partagée. Puis son regard se posa sur Emily Carson. « Leadership sous le feu », répéta-t-il avec un sourire narquois. Pas quelque chose dont l'intendant s'occupe jamais, n'est-ce pas, Carson? Le rire brisa la tension comme une grenade. Il commença à l'avant et se propagea vers l'arrière. Quelques claques sur les bureaux, quelques ricanements. Émilie resta immobile. Elle ne tressaillit pas, ne sourit pas. Quand le rire commença à s'estomper, elle hocha la tête une fois. « Oui, mon capitaine, dit-elle calmement. Nous traitons différents types de feu. » Il y eut un silence d'une demi-seconde. Puis le capitaine rit à nouveau. « C'est bon, différents types de feu, » fit-il écho en faisant une autre blague. Probablement de la paperasse qui prend feu par ennui. Plus de rire. Émilie ne répondit pas. Elle baissa simplement les yeux vers ses notes, la pointe de son stylo pressant légèrement contre la page comme pour ancrer son calme. Plus tard, pendant l'exercice de groupe, ils furent divisés en 5 équipes pour un scénario d'évacuation simulé, une embuscade simulée avec de multiples pertes.
La mission, extraire et stabiliser autant de blessés que possible en 15 minutes avec des ressources limitées. Personne ne voulait du sergent logistique comme chef. Alors naturellement, c'est là que le capitaine la plaça. « Carson, vous dirigez l'équipe 4, dit-il, sa voix dégoulinant d'ironie. Montrez-nous à quoi ressemble le leadership de l'intendance. » Quelques rires suivirent alors que son équipe se rassemblait autour. C'était un mélange de sous-officiers de niveau intermédiaire et de jeunes officiers, chacun visiblement peu impressionné. « Elle va écrire un mémo à ce sujet. » Chuchota l'un. Un autre sourit. Peut-être qu'elle va réquisitionner du moral. Émilie les ignora. Elle jeta un coup d'œil sur la feuille de scénario une fois, ses yeux scannant comme un scanner lisant un code. Elle mémorisa les distances, les types de blessures, la disposition du terrain et les limites de ressources en quelques secondes. Puis elle leva les yeux. « Très bien, dit-elle tranquillement. Nous allons nous diviser en 2 éléments. Caporal, vous gérez l'extraction des 2 pertes les plus lourdes. Lieutenant, vous gérez les communications et simulez le triage. Sergent, vous et moi allons stabiliser les critiques en premier. 10 minutes pour l'extraction, 5 pour la stabilisation. Bougez. » Le caporal cligna des yeux. « Attendez. Quoi? Comment savez-vous qui est critique? » Elle pointa le tableau. « Blessures aux régions fémorales et carotidiennes. On les perd en premier. » Le caporal fronça les sourcils, mais suivit. Il y avait quelque chose dans son ton, stable, délibéré, qui faisait que les gens écoutaient même quand ils ne le voulaient pas. Le chronomètre démarra. Ce qui suivit fut un chaos organisé. Et d'une manière ou d'une autre, elle le fit couler. Elle anticipa chaque retard avant qu'il ne se produise, ajusta les itinéraires, prépara les bandages, donna des ordres calmes et précis. Quand le buzzer retentit, son équipe avait terminé la simulation avec 45 secondes d'avance. Aucune perte. Le sourcil de l'instructeur se leva. Temps record. Quelques têtes se tournèrent vers elle avec surprise. Un officier marmonna. Elle a probablement googlé ça hier soir. Le rire revint, plus léger cette fois, mais suffisant pour piquer. Émilie rassembla simplement son presse-papier et hocha la tête vers son équipe. « Bon travail » dit-elle doucement. « Ce n'est pas une question de vitesse, c'est une question de coordination. » Personne ne répondit. Ils retournèrent à leur siège en marmonnant un « merci » sans conviction. Alors que la journée s'éternisait, les commentaires ne cessèrent pas. Ils évoluèrent. Quand elle suggéra de réviser un plan d'évacuation, quelqu'un chuchota. Voici la solution de chaîne d'approvisionnement. Quand elle corrigea une grille de cartes pendant l'exercice de navigation, un autre dit à voix basse « Regardez la logistique qui essaie de jouer à l'infanterie. » Et quand elle se porta volontaire tranquillement pour aider au prochain exercice, un lieutenant marmonna. Elle ne se fatigue pas de faire semblant. Chaque commentaire atterrissait comme un caillou contre du verre. Petit, inoffensif, seul, mais ensemble ils construisaient une pression. Pourtant, Émilie resta silencieuse. Sa posture ne se brisa jamais. Son ton ne changea jamais. Mais ses mains calmes et prudentes, se serrèrent juste un peu plus quand personne ne regardait. Ce n'était pas la fierté qui la gardait silencieuse. C'était le principe. Elle avait appris il y a longtemps que la vraie force ne criait pas. Elle attendait. Dans l'exercice final avant le déjeuner, la classe fut à nouveau divisée en unités de triage, cette fois sous pression de combat simulé. La tâche, prioriser plusieurs blessés, communiquer avec le QG et se préparer pour l'évacuation. Un jeune lieutenant nommé Barrett, à peine sorti de l'école des officiers, fut désigné comme chef d'équipe. Son uniforme était parfait, sa voix aiguë avec une autorité qui n'avait pas encore été testée. Il commença à aboyer des ordres, lisant mal la feuille de perte au fur et à mesure. L'équipe Alpha gère les critiques. Attendez, non, Delta le fait. Sergent, commencez la RCR sur la perte 4. Émilie leva les yeux. Mon lieutenant, la perte 4 a une blessure à la colonne vertébrale. La RCR est contre-indiquée jusqu'à... Il la coupa, agitant la main. J'ai compris, sergent. Suivez le scénario, pas vos suppositions. Pendant une seconde, ses lèvres s'entr'ouvrirent comme pour parler, mais elle s'arrêta. Il continua à donner de mauvaises instructions, mélangeant les protocoles jusqu'à ce que l'équipe soit un fouillant brouillé de confusion. Finalement, il se retourna, agacé. « Sergent, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. » Émilie expira lentement, voix égale. « Mon lieutenant, la procédure correcte est le format autant d'évacuation médicale à 9 lignes.
Les pertes prioritaires sont stabilisées et documentées avant l'extraction. La RCR sur le terrain ne s'applique qu'après dégagement des voies respiratoires. Sinon, nous risquons un compromis spinal. La salle se figea. Chaque syllabe était exacte. Chaque détail précis. Elle ne devinait pas. Elle citait la doctrine mot pour mot. Le lieutenant cligna des yeux. « Vous, comment savez-vous ça ?» Elle ne répondit pas. Elle retourna simplement stabiliser le mannequin en roulant le garrot avec une efficacité pratique. Les chuchotements recommencèrent depuis l'arrière. Elle vient de réciter tout le protocole au temps. Impossible. C'est de la formation de niveau force spécial. Comment pourrait-elle même savoir ça? L'instructeur haussa un sourcil, mais ne dit rien. Émilie continua l'exercice, stable et calme, ses mouvements plus fluides que ceux de n'importe qui d'autre. Au moment où le buzzer sonna, son équipe avait terminé chaque procédure sans faille. Pourtant, il n'y eut pas d'applaudissements, pas de reconnaissance, seulement le silence et le bourdonnement faible d'un malaise commençant à se répandre dans la salle. C'était le genre de silence qui vient quand les gens commencent à réaliser qu'ils ont peut-être complètement mal jugé quelqu'un. Pourtant, même alors, Émilie ne leva pas les yeux pour chercher validation. Elle rassembla simplement ses outils, désinfecta ses mains et recula dans la formation. Son expression était la même qu'elle avait eue toute la matinée, composée, illisible, humble. Mais dans sa poitrine, un souvenir familier remua, le souvenir du vrai feu, du vrai sang, de vraies vies glissant sous ses mains. C'est le truc avec les soldats comme Emily Carson. Ils n'élèvent pas la voix pour prouver qui ils sont. Ils attendent jusqu'à ce que la vérité parle pour eux. Et quand elle le fait, le monde écoute. Qu'auriez-vous fait si vous étiez à sa place? Parler ou rester silencieux? La session du matin se termina par une courte pause et la salle bourdonnait de bavardages oisifs alors que les officiers s'étiraient, vérifiaient leur téléphone et faisaient la queue pour le café. L'air sentait légèrement l'espresso brûlé et le polish de nettoyage. Le genre de calme stérile qui vient juste avant que quelque chose ne change. Émilie se déplaça tranquillement à travers la foule, se versant une tasse depuis le distributeur en acier inoxydable. Ses mains étaient stables. Mais alors qu'elle tendait la main vers les sachets de sucre, la manchette de sa manche glissa en arrière juste un instant. L'encre sur son avant-bras capta la lumière. Un dessin simple, sans couleur, sans fioriture, un insigne de médecin de combat. En dessous, une date, 3 octobre 2009. Un officier à proximité jeta un coup d'œil, fronça les sourcils. Cette date me semble familière, marmonna-t-il à voix basse. Un autre se pencha plus près. Où l'as-tu vu? Le premier hésita. Je ne sais pas. Quelque part dans un briefing une fois. Quelque chose à propos de Cunard. Avant que l'un ou l'autre ne puisse demander, Émilie ajusta sa manche, le mouvement petit mais délibéré, comme si elle l'avait pratiqué 100 fois auparavant. Elle se retourna, café à la main, et reprit sa place. Rang arrière, même posture tranquille. Ses yeux restèrent sur ses notes, calmes et concentrés. Mais quelque chose dans l'air avait changé. Les chuchotements n'étaient plus aussi forts maintenant. Ils s'étaient adoucis. Plus de moquerie, juste de la curiosité. Quelques rangs devant, un sergent plus âgé nommé Miller était assis parfaitement immobile, la regardant. Il avait passé 2 tours en Afghanistan. Et cette date, ce n'était pas juste familier. C'était gravé dans la mémoire. 3 octobre 2009. La bataille de Kandesh. Cop Keating. Un des jours les plus sanglants de la guerre. Il ne dit pas un mot, regardant juste pendant une seconde, le coin de sa mâchoire se serrant. Quand la pause se termina, le capitaine Harlon demanda l'attention. « Très bien, tout le monde. Retour au travail. Réparons ce projecteur avant de commencer la phase 2. » Il tapota la télécommande, fronçant les sourcils quand l'écran devint noir. « Il fonctionnait il y a 1 heure, » dit-il, la frustration s'infiltrant dans son ton. Plusieurs officiers offrirent des suggestions sans conviction, mais personne ne bougea. Émilie se leva tranquillement de sa place. « Mon capitaine, puis-je » Il regarda par-dessus, amusé. « Que allez-vous faire, Carson? Écrire une demande de maintenance ?» Quelques personnes ricanèrent, mais elle ne tressaillit pas. Elle passa devant eux, s'agenouillant à côté de la table. Ses mouvements étaient précis, contrôlés, efficaces. Elle ajusta la connexion du câble, tapota quelques touches sur le panneau de commande, puis tendit la main vers la prise sous la table. La manche de son uniforme se déplaça à nouveau, et la lumière de la fenêtre capta une autre marque. Celle-ci, une cicatrice. Une longue ligne pâle courait en diagonale sur son avant-bras, légèrement surélevée sur les bords,
le genre qui ne vient pas du travail de bureau ou des exercices d'entraînement. C'était le genre de cicatrice que le feu laisse derrière, des brûlures superposées d'éclats d'obus. Le rire s'arrêta. Personne ne dit rien pendant 5 secondes pleines. Puis une voix, basse mais audible, vint de l'arrière. « Où a-t-elle eu ça ?» Un autre répondit sans réfléchir. « Accident d'entraînement probablement. » Mais le vieux sergent Miller savait mieux. Il avait vu exactement ce genre de cicatrice auparavant. Le bord déchiqueté d'un traumatisme par explosion mélangé avec la douceur révélatrice d'une greffe chirurgicale. Ce n'était pas la marque d'une erreur. C'était la survie. Il se pencha lentement en arrière, les yeux se plissant. Emily se leva, essuya ses mains sur un chiffon et appuya sur le bouton d'alimentation. Le projecteur vacilla, puis prit vie, l'écran se remplissant de la carte numérique d'une ancienne province afghane. « Comme neuf ?» dit-elle doucement, puis s'écarta. Le capitaine Harlon cligna des yeux, pris au dépourvu. Eh bien, l'intendance a des talents cachés après tout. Le rire qui suivit était gêné cette fois, plus mince, incertain de continuer ou non. Emily ne répondit pas. Elle retourna à sa place, s'assit et recommença à écrire. Son stylo bougeait rapidement, méthodiquement, de petites lignes soignées sur une page déjà à moitié remplie de notes. Autour d'elle, quelque chose d'inexprimé persistait. Le tatouage, la date, la cicatrice. Ce n'étaient plus des détails aléatoires. C'étaient des pièces d'une histoire que personne n'avait osé demander. Les chuchotements reprirent à voix basse. C'est un insigne de médecin de combat. Ouais, mais elle est en logistique maintenant, non? Peut-être qu'elle avait de la famille qui a servi. Chaque théorie tournait autour de la vérité, mais ne la touchait jamais. Seul le sergent Miller resta silencieux, les yeux distants. Il se souvenait du son de ce jour, les parasites radio, la fumée s'enroulant sur les crêtes noircies, les appels d'évacuation médicale qui ne passaient jamais. Il se souvenait du rapport. Médecin maintient la position sous le feu direct pendant 4 heures. 12 vies sauvées. Extraction retardée en raison d'un engagement ennemi lourd. Et il se souvenait du nom. Il avait été expurgé alors, classifié sous le dossier Opération Red Ridge. Maintenant, assis 3 rangs derrière elle, il n'était plus si ce qu'il soit resté ainsi. Emily Carson ne leva jamais les yeux. Le monde aurait pu regarder et elle aurait fait exactement la même chose. Garder sa concentration, garder son silence, continuer à avancer. Les cicatrices, l'encre, le poids dans ses yeux. Ce n'étaient pas des choses qu'elle étalait. C'étaient des vestiges. La preuve de ce qu'elle avait enduré, de ce qu'elle avait perdu, des gens qu'elle avait promis de ne jamais oublier. Le reste de la salle voyait une femme tranquille qui n'était pas à sa place. Mais Miller voyait un soldat qui était déjà passé par l'enfer et était revenu sans un bruit. Elle n'était pas invisible. Elle survivait à la vue de tous. L'exercice final de la journée commença sous l'éblouissement des lumières fluorescentes et la légère odeur d'antiseptique. Les tables avaient été réarrangées en postes de terrain simulés, chacune tenant un mannequin médical habillé de treillis déchirés et trompé de sang de scène. Le bourdonnement de la conversation se calma lorsque le capitaine Harlon expliqua les règles. « C'est une simulation de traumatisme tactique, dit-il, arpentant la salle avec son assurance habituelle. Chaque équipe aura 15 minutes pour stabiliser un soldat blessé sous pression. Vous serez noté sur la coordination, la communication et la précision. Rappelez-vous, les vrais leaders ne paniquent pas. » Le rire se répandit dans la salle, petit et forcé. Tout le monde savait déjà quelle équipe était l'outsider. L'équipe 4, l'équipe d'Emily. Quand Harlon appela son nom, quelques sourcils se levèrent. Carson dirige à nouveau, chuchota l'un. On va voir comment l'intendance gère le traumatisme. Un autre ajouta, elle va probablement appeler une feuille de calcul Excel. Ils ricanèrent, mais même semblait fatiguée de la blague maintenant. Emily ne dit rien. Elle marcha vers son poste assigné, retroussa ses manches, révélant le bord faible de son tatouage de médecin à nouveau, et ajusta ses gants. L'équipe se rassembla autour de la table, à moitié concentrée, à moitié distraite. Au moment où le chronomètre bipa, tout s'effondra. Le mannequin représentant un soldat gravement blessé avait de multiples blessures. Saignements artériels, blessures à la poitrine et voies respiratoires obstruées. Le reste de son équipe se figea, se disputant sur quelle blessure traiter en premier. Le garrot d'abord aboya un sergent. Non, les voies respiratoires. On commence toujours par les voies respiratoires, cria un lieutenant. Quelqu'un arrête le saignement. Où est le bandage de pression? La voix se chevauchait, montant dans le chaos.
Émilie regarda pendant une fraction de seconde, les yeux se plissant. Le faux sang commença à s'accumuler sur la table et le moniteur de rythme cardiaque commença à chuter. Puis son ton trancha le bruit comme une lame. « Stop !» Tout le monde se figea. Sa voix était calme mais portait une autorité qu'aucun d'entre eux n'avait entendue auparavant. Elle s'avança, prenant le contrôle. Point de pression ici. Artère brachiale, ordonna-t-elle, guidant la main du sergent avec une précision chirurgicale. Dégagez les voies respiratoires. Inclinez la tête. Vous commencez les compressions. Comptez jusqu'à 30. Maintenant, bougez. Ces paroles firent claquer tout le monde en mouvement. Le lieutenant, soudainement incertain, suivit son exemple. Le caporal, qui avait tâtonné avec la gaz, se retrouva à obéir sans question. Les mains d'Émilie bougeaient vite, sur « stable », délibéré. Elle clampa le bras qui saignait, sécurisa un pansement de terrain, scella la blessure à la poitrine et vérifia les voies respiratoires en séquence parfaite. Chaque mouvement semblait pratiqué, pas comme quelqu'un qui rappelait un manuel, mais comme quelqu'un qui l'avait fait avant quand c'était important. Pression maintenue, dit-elle, pouls faible mais stable. Préparé pour l'évacuation. Le sergent la fixa. Évacuation. Maintenant, dit-elle fermement. Nous avons 5 minutes avant que le choc ne frappe. Vérifiez les signes vitaux à nouveau. Le capitaine Arlon, qui marchait entre les équipes, s'arrêta. La salle était devenue étrangement silencieuse. Pas de rire, pas de bavardage, seulement la voix d'Émilie et le son rythmique des compressions. Il jeta un coup d'œil à son chronomètre. 7 minutes et son équipe était déjà en avance sur le calendrier. Émilie ajusta l'attelle, puis vérifia à nouveau le pouls. Stabilisé, dit-elle doucement, retirant ses gants. Le buzzer avait encore 8 minutes. Le capitaine Arlon fronça les sourcils, baissant son chronomètre. « Vous avez terminé ?» Elle hocha la tête. « Oui, mon capitaine. » Il regarda le mannequin, puis l'équipe. Personne n'avait l'air confus maintenant. Ils avaient l'air différents. Concentrés. Silence. Arlon s'éclaircit la gorge. « Qui vous a formé ?» Émilie hésita, essuyant le sang synthétique de ses gants avec une serviette. Puis elle leva les yeux, expression calme. « Expérience sur le terrain, mon capitaine. » Ce n'était pas de la vantardise. Ce n'était pas défensif. C'était simplement un fait. Il hocha lentement la tête, mais ne répondit pas. Depuis le coin de la salle, une voix s'éleva. « Temps record ?» chuchota quelqu'un. Le colonel, qui avait observé silencieusement depuis l'arrière, s'avança. Ce n'était pas juste un autre officier. Son maintien était plus âgé, plus lourd, le genre qui vient avec des années de commandement. Le colonel David Monroe, chef de la division régionale d'entraînement, était resté tranquillement assis pendant la majeure partie du séminaire, disant peu. Mais maintenant quelque chose dans son expression avait changé. Il s'arrêta à quelques pieds d'Émilie, l'étudiant comme un homme étudie un souvenir à moitié oublié. Ses yeux s'attardèrent sur ses mains, la façon dont elles bougeaient, le calme délibéré. Puis sur sa poitrine, où le contour faible du badge médical de combat délavé s'accrochait encore au tissu. Il fit un pas de plus. « Sergent-chef Carson, » dit-il doucement. Elle se mit au garde à vous immédiatement. « Oui, mon colonel. » « Où avez-vous servi avant la logistique ?» Son ton n'était pas désinvolte. Il était sondeur, délibéré. Elle hésita. « Diverses affectations. Mon colonel. » « En Afghanistan ?» L'air sembla se resserrer. Quelques officiers échangèrent des regards curieux. La posture d'Émilie ne vacilla pas. « Oui, mon colonel. » Le sourcil de Monroe se plissa. Il étudia son visage, son regard se posant brièvement sur son oreille gauche. La faible cicatrice juste derrière, à peine visible sous sa ligne de cheveux. Puis sur le tatouage qu'il avait aperçu plus tôt. 3 octobre 2009. Quelque chose cliqua. Il ne parla pas pendant un long moment. Le seul son était le bourdonnement doux du projecteur et le grincement faible de bottes se déplaçant contre le carrelage. Finalement, il se redressa. « Compris », dit-il tranquillement, bien que ses yeux contenaient quelque chose de plus, de la reconnaissance, peut-être même du respect. Émilie hocha une fois la tête. « Oui, mon colonel. » Elle se retourna vers la table, vérifiant le mannequin de simulation une dernière fois avant de s'éloigner. Les autres de son équipe échangèrent des regards mal à l'aise. L'un chuchota finalement. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Un autre répondit. « Je ne sais pas, mais ce n'était pas du travail d'intendance. » Le colonel resta là,
silencieux, la regardant retourner à sa place. Il connaissait cette date, ce tatouage. Il se souvenait du rapport post-action, classifié, lourdement expurgé, mais inoubliable. Médecin maintient la position sous le feu direct pendant 4 heures. 12 vies sauvées. Une extraction de perte terminée dans des conditions de blackout. Désignation d'unité retenue. Il avait lu ce dossier. Il ne l'avait jamais oublié. Alors qu'Emily s'asseyait, les chuchotements recommencèrent, mais cette fois il n'était pas moqueur. Vous avez vu ses mains? Elle n'a même pas hésité. Elle a géré ça comme si c'était réel. Expérience sur le terrain. Qu'est-ce que ça veut dire? Le colonel ne dit rien. Il la regarda simplement tranquillement, depuis l'autre bout de la salle. Le sentiment de la réalisation devenant plus fort avec chaque détail qui s'alignait. Quand le capitaine Arlon reprit la conférence, l'énergie était différente. L'arrogance était estompée. Les blagues cessèrent de venir. Même le ton d'Arlon s'adoucit un peu. Cela, dit-il, jetant un bref coup d'œil à Émilie, c'est à quoi ressemble le calme sous pression. Personne n'osa rire. Le reste de l'exercice passa dans un silence presque complet. Émilie continua à prendre des notes comme si rien n'avait changé. Son visage est lisible. Mais à l'intérieur, elle pouvait sentir le changement, l'air, le ton, la façon dont les gens bougeaient maintenant autour d'elle avec un peu plus d'espace, un peu moins de bruit. Elle n'avait pas besoin de s'expliquer. La vérité commençait déjà à faire surface, morceau par morceau, comme une photographie se développant au ralenti. Et l'homme qui était assis dans l'ombre, le colonel qui avait lu son histoire il y a des années, était sur le point de rappeler à toute la salle exactement qui elle était. La voix du colonel brisa le bourdonnement du projecteur, calme mais lourde. « Sergent-chef Carson », commença-t-il lentement, les yeux fixés sur elle. « Étiez-vous avec l'équipe 68 Whisky dans la province de Cunard? Opération Red Ridge. » Le son des papiers bruissants, des tasses de café se posant et des chuchotements mourut instantanément. Le silence balaya la salle comme un front froid. Chaque tête se tourna vers elle. Les officiers, les sous-officiers, même le capitaine Arlon se figèrent en plein pas. Le seul son qui restait était le faible bourdonnement des lumières fluorescentes au-dessus. Émilie ne bougea pas au début. Son stylo reposait contre son carnet, toujours pressé contre le dernier mot qu'elle avait écrit. Son pouls battait tranquillement dans ses oreilles. Puis elle leva la tête, les yeux rencontrant ceux du colonel. « Oui, mon colonel, » dit-elle doucement. Sa voix portait le poids de quelqu'un qui avait vécu le souvenir, pas seulement lu à ce sujet. Point de collecte des pertes échos. 3 octobre. Un halètement silencieux échappa à quelqu'un au premier rang. Puis un autre. La date. Le tatouage. Tout s'emboîtait. 3 octobre. C'était le jour où l'hélicoptère d'évacuation médicale s'était écrasé à Cunard. Le jour où un petit avant-poste avait été envahi, laissant des dizaines de blessés et piégés sous un feu ennemi implacable. Chaque homme en uniforme avait entendu des chuchotements à ce sujet. Opération Red Ridge. Et l'histoire qui avait circulé dans les années suivantes, celle d'un médecin solitaire qui avait refusé de se replier, qui avait gardé 12 soldats en vie toute la nuit jusqu'à l'arrivée des renforts. C'était devenu une légende, mais personne n'avait jamais connu le nom. Jusqu'à maintenant, elle était ce médecin. La mâchoire du colonel Monroe se serra. Il redressa ses épaules, sa voix stable, mais remplie de quelque chose de différent maintenant. Émotion, fierté, peut-être même culpabilité de ne pas l'avoir reconnu plus tôt. « J'ai lu le rapport, » dit-il tranquillement. « Vous avez sorti 12 hommes blessés sous le feu. Vous les avez tous sauvés. » La salle sembla rétrécir autour d'eux. Le capitaine Arlon baissa les yeux. Les mêmes officiers qui s'étaient moqués d'elle ce matin-là restaient maintenant immobiles, pris entre l'incrédulité et la honte. Émilie ne cligna pas des yeux. Elle hocha simplement la tête une fois, le plus faible tremblement dans son expression. « Nous sommes tous rentrés à la maison, mon colonel, » dit-elle. « C'est ce qui comptait ?» La voix du colonel s'approfondit. « Vous avez pris des éclats d'obus à l'oreille gauche ce jour-là, n'est-ce pas ?»« Oui, mon colonel. Juste de la chance que ce n'était pas pire. » Une pause lourde s'installa. Personne n'osa bouger, pas même pour respirer. Pour la première fois, sa tranquillité avait du sens. Pourquoi elle ne se vantait jamais? Pourquoi elle restait en logistique? Pourquoi son salut était toujours parfait même quand personne ne regardait? Les chuchotements qui avaient autrefois été des insultes avaient disparu, remplacés maintenant par la crainte. Le colonel inspira lentement, ses yeux verrouillés sur elle comme s'il voyait quelque chose de sacré.
Vous n'étiez pas intendance, sergent, dit-il fermement. Vous étiez la raison pour laquelle ces hommes ont vu un autre lever de soleil. Émilie ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Son silence disait tout. Le bourdonnement du projecteur remplit à nouveau l'air, mais la salle était toujours figée dans une sorte d'incrédulité révérencieuse. Chaque officier qui avait ri plus tôt était maintenant assis droit, les yeux sur elle. Personne n'osait détourner le regard. En ce moment, les murs de l'auditorium de Fort Benning semblaient plus petits, comme si le poids du courage d'un soldat avait rempli tout l'espace vide où se tenait autrefois la fierté. Et la vérité, enfin, avait parlé plus fort que toutes leurs voix combinées. Le colonel redressa sa colonne vertébrale, le poids de la réalisation visible dans chaque ligne de sa posture. Ses talons se rejoignirent avec un clic net qui trancha le silence. Pendant une seconde, personne ne bougea, personne ne respira. Puis avec une précision nette, il leva sa main à son front dans un salut parfait. C'était silencieux, lourd, absolu. Le mouvement portait plus de poids que les mots ne pourraient jamais le faire. Les yeux du colonel ne vacillèrent pas. Il tenait les siens, stables, inébranlables, remplis de quelque chose au-delà du respect. C'était de la reconnaissance, de la gratitude, le genre que seuls ceux qui ont traversé la guerre comprennent vraiment. Et puis, un par un, les autres suivirent. Le capitaine Arlong fut le premier à bouger, son arrogance antérieure remplacée par une honte tranquille. Il se tint droit, les yeux baissés, et leva sa main dans un salut lent et délibéré. Les officiers à côté de lui suivirent, puis les sous-officiers, et finalement chaque soldat dans la salle jusqu'à ce que l'auditorium entier se tienne figé dans une mer de saluts rigides. Le son du tissu frôlant contre les manches, le faible grincement de bottes se déplaçant au garde-à-vous, tout se mélangeait dans une immobilité révérencieuse. Il y a quelques instants, ces mêmes hommes avaient ri. Maintenant, pas n'osait parler. La voix du colonel brisa le silence, basse mais stable. Le respect est là où il est dû. Ces mots résonnèrent dans la salle, rebondissant sur chaque mur et s'installant dans les cœurs de ceux présents. Plusieurs officiers avalèrent difficilement. Un jeune lieutenant cligna rapidement des yeux, prétendant que c'était de la poussière. Un autre déplaça sa mâchoire, combattant l'émotion montant dans sa gorge. Même les sergents aguerris, des hommes qui avaient traversé des fusillades et des funérailles, restaient immobiles, leurs yeux vitreux, leur respiration mesurée. Émilie ne bougea pas au début. Elle resta juste assise là, stupéfaite par le poids de tout cela. Lentement, tranquillement, elle se leva et leur fit face. Son salut monta net, inébranlable, le genre qui vient d'un endroit plus profond que le protocole. Quand elle parla, sa voix était calme, assez douce pour porter seulement à ceux qui écoutaient vraiment. Je faisais juste mon devoir, mon colonel. Personne ne put répondre. Le colonel baissa sa main en premier, les yeux verrouillés sur elle. Sa gorge travailla avant qu'il ne parle à nouveau. Plus silencieux maintenant. Parfois, sergent, faire son devoir signifie sauver un monde qui ne connaîtra jamais votre nom. Émilie ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête une fois, la plus faible lueur dans ses yeux trahissant l'émotion qu'elle refusait de montrer. La salle resta immobile. Le silence n'était pas vide. Il était plein de mémoire, de regrets, de fierté et de la compréhension tacite qu'il se tenait en présence de quelqu'un d'extraordinaire. Le capitaine Arlong expira lentement, se frottant la main sur la bouche. Sa voix se fissura légèrement quand il parla finalement. « Je vous dois des excuses, sergent. » Émilie le regarda, pas avec fierté ou vindication, mais avec la même posture tranquille qu'elle avait eue toute la matinée. « Aucune excuse nécessaire, mon capitaine, dit-elle, nous avons tous été sur différents fronts. » Cette humilité frappa plus fort que n'importe quel reproche n'aurait jamais pu le faire. Le colonel fit un pas en avant, tout en passant du formel au profondément personnel. « Vous avez porté 12 hommes à travers l'enfer, dit-il. Et aujourd'hui, vous avez ramené toute cette salle à ce que l'honneur signifie vraiment. » Elle ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas. L'air était trop épais d'émotion pour que quoi que ce soit d'autre ne soit dit. Le colonel brisa finalement la tension avec un seul hochement de tête. Repos, tout le monde. Les saluts tombèrent, mais personne ne s'assit tout de suite. Quelques officiers s'avancèrent, l'un après l'autre, tendant leurs mains. Émilie serra chacune fermement, respectueusement, sans hésitation. Il n'y avait pas de suffisance dans ses yeux, pas de satisfaction dans leur honte, juste une dignité tranquille. Le sergent Miller, le plus âgé qu'il avait reconnu en premier, fut le dernier à approcher. Il ne parla pas,
Il resta juste là pendant un moment, puis offrit une poignée de main qui se transforma en une brève et ferme étreinte des deux mains. « Bienvenue à la maison, madame » chuchota-t-il. Émilie sourit faiblement, les coins de ses yeux s'adoucissant. « Merci, sergent. » Quand elle rassembla finalement ses notes et sortit de la salle, la foule s'écarta pour elle sans un mot. Chaque tête se tourna alors qu'elle passait, et même dans ce silence, il y avait quelque chose de plus fort que les applaudissements. Le respect. À l'extérieur, le couloir s'étendait devant, brillant de la lumière de l'après-midi se déversant à travers les fenêtres. Elle fit une pause une fois à la porte, regarda en arrière juste une seconde, puis continua, ses bottes résonnant contre le carrelage. À l'intérieur, le colonel Monroe la regarda partir. Sa voix était basse, presque pour lui-même. « Nous passons nos vies à enseigner le leadership, dit-il tranquillement. Et aujourd'hui, elle nous a rappelé à quoi cela ressemble vraiment. » Personne ne fut en désaccord. Ce fut un long moment avant que quelqu'un ne parle à nouveau. Et quand ils le firent, le ton de la salle avait changé pour toujours. Les mêmes hommes qui avaient autrefois chuchoté qu'elle n'était pas à sa place se tenaient maintenant humiliés par la vérité. Elle avait gagné sa place dans le sang, le courage et le silence. Et à partir de ce jour, chaque fois que quelqu'un dans ce bâtiment prononçait le mot respect, il se souviendrait du sergent-chef Emily Carson, le médecin qui ne se vantait jamais, ne criait jamais, mais dont le devoir tranquille avait commandé un salut de toute une salle. Quand le séminaire se termina finalement, personne ne se précipita pour faire ses bagages. Les officiers qui avaient autrefois chuchoté dans son dos bougeaient maintenant tranquillement, leur rire remplacé par la réflexion. Un par un, ils l'approchèrent, non pas avec l'arrogance du grade, mais avec l'humilité du respect. Aucun d'entre eux ne demanda de détails. Ils ne sondèrent pas à propos de l'Afghanistan ou de ce jour d'octobre à Cunard. Ils tendirent simplement leurs mains. Certains hochèrent la tête, certains chuchotèrent un merci tranquille, et quelques-uns la regardèrent simplement dans les yeux avant de s'éloigner. Chaque geste portait ses propres excuses. Le capitaine Harlon fut le dernier à s'avancer. Sa voix était plus douce maintenant. « Vous m'avez appris quelque chose aujourd'hui, sergent, » dit-il, à propos du leadership et à propos du silence. Émilie sourit faiblement. « Nous apprenons tous les uns des autres, mon capitaine. » Il hocha la tête, sans voix, et se retira. Quand elle sortit de l'auditorium, le soleil de fin d'après-midi plongeait déjà bas sur Fort Benning. Le terrain de parade s'étendait large et doré, le drapeau attrapant la brise. Émilie fit une pause à côté du mât. Pendant un long moment, elle resta juste là, immobile, pensive, l'ombre du drapeau frôlant ses bottes. Puis elle leva sa main et salua, lent et stable. Ce n'était pas pour le grade ou la reconnaissance, ou même pour elle-même. C'était pour la mémoire de ceux avec qui elle avait servi, ceux qui n'étaient pas rentrés à la maison. Alors que le vent s'agitait, ses yeux s'adoucirent. Un petit sourire toucha ses lèvres. Pas fier, pas triste, juste paisible. Parce qu'elle connaissait la vérité, elle n'avait pas besoin de médailles ou de titres pour prouver quoi que ce soit. Son service était écrit dans les vies qu'elle avait sauvées, dans le respect qu'elle avait tranquillement gagné, et dans la force qu'elle portait chaque jour. Parfois, les voix les plus fortes sont les plus silencieuses. Parfois, les plus grands soldats ne crient pas ce qu'ils ont fait. Ils continuent simplement à servir. La vraie force n'a pas besoin d'applaudissements. Elle n'a besoin que de courage. Et c'est l'histoire du sergent-chef Emily Carson, un médecin, une survivante et un soldat qui a prouvé qu'appartenir ne concerne pas ce qui est sur votre manche, mais ce qui est dans votre cœur. Si vous avez apprécié cette histoire, veuillez vous abonner à Cohésion Interne pour plus d'histoires Cohésion Interne. Ces histoires maintiennent le courage vivant pour les générations à venir.